Bonjour, donc moi je vais pas vous offrir des produits et ainsi de suite. Je vais juste vous proposer une retour d'expérience parce que j'appartiens à une entreprise qui est client final finalement. Le retour d'expérience en question, c'est notre forge de développement. Avant de rentrer dans les détails techniques, mais je ne les ai pas mis dans les slides, je vais vous remettre un peu de contexte autour de ce qu'est la Bred et ce qu'on fait de notre forge de développement. Donc la Bred, c'est une banque qui appartient au groupe Banque Populaire. Le groupe Banque Populaire étant aussi adossé à BPCE, donc Banque Populaire et Caisse d'Épargne. C'est une banque, donc comme toutes les banques populaires, c'est des banques régionales. Donc l'activité commerciale est morcelée en fonction des différentes régions. Et pour la Bred, le périmètre géographique, c'est la Normandie, une partie de Paris, une partie du Val-de-Marne et tous les DOM-TOM. Donc ça donne une idée de notre couverture commerciale. Sur la partie informatique, le groupe Bred Banque Populaire s'appuie sur un GIE qui fait de l'informatique, qui s'appelle IBP. Tout le groupe sauf la Bred, en fait, qui a son informatique en propre. Donc on est nous-mêmes avec nos propres informaticiens. Et pour vous donner une idée du volume, la Bred, ça doit représenter, à la direction de la DSI, ça doit représenter 300 personnes. Ces 300 personnes, c'est à la fois toutes les équipes d'études et développement, les équipes opérationnelles d'exploitation, et ça inclut aussi le service client interne, donc le SVP, et ainsi de suite, c'est rattaché à la direction informatique. Les équipes de développement d'études sont principalement réparties dans 2 zones géographiques. En France, donc pas loin de Joinville, on est à Joinville, dans le 12e arrondissement. Et depuis maintenant, je dirais 5 ans, un plateau de développement qui se situe en Thaïlande. Donc on a des développeurs qui sont à l'autre bout de la planète, à 5 heures ou 6 heures de décalage horaire. Ce qui est un cas assez classique pour beaucoup d'entreprises qui finalement font du développement. Donc ça vous donne une idée de notre... Et avec ça, avec cette équipe de 300 informaticiens, finalement on fait une banque complète, puisqu'on a à la fois une banque avec salle de marché, une banque commerciale de détail, et on fait de la banque de masse, donc avec des grands flux de virements, de prélèvements, de paiements, et ainsi de suite. Et banque de masse, banque de flux, on fait tous les métiers de la banque en fait avec nos 300 informaticiens. Donc la constitution de cette Bred Forge là, j'ai que des slides techniques après je crois. Donc, ouais. La constitution de cette Bred Forge là, elle est venue d'un constat méthodologique à la base, où en montant en puissance sur les développements, sur les serveurs d'application, les développements web, on avait une maîtrise limitée, voire faible, voire empirique, de la façon dont on constituait nos livrables et dont on allait les poser sur les environnements de production ou de recettes et de production avant de les mettre à disposition de nos utilisateurs. Donc en gros, c'était le bordel. Voilà, pour pas dire... Donc pour éviter le bordel, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a pioché des idées à droite à gauche, on a regardé ce qui se faisait chez les concurrents, dans le monde de l'open source et ainsi de suite. Et on est parti sur l'idée d'une forge de développement qui inclurait pas mal d'outils. Je vais peut-être le mettre directement. Voilà. Non, parce qu'en fait c'est déjà trop détaillé. Pas mal d'outils. Donc une forge de développement, pour nous, faire du propre par rapport à avant, c'était maîtriser l'origine des sources qu'on allait déployer et exécuter, maîtriser l'assemblage de nos livrables, maîtriser leur qualité, commencer à maîtriser leur qualité, parce que c'était le bazar, et faire en sorte d'avoir un processus de livraison plus cadré que celui qu'on avait auparavant. Le processus de livraison qu'on avait auparavant, c'était le développeur qui allait taper sur l'épaule de l'exploitant et qui lui donnait un EAR en disant ah, « Ouais, je l'ai assemblé sur mon poste, là, vas-y, mets-le sur la prod. » Enfin, je grossis le trait, mais on en était là, quoi. Voilà. J'imagine que c'est une situation assez classique. Il n'y a pas de Git avec Git? Non, ça c'est clair. Donc, on a voulu rationaliser ça, on s'y est pris quelque part en 2008. Et donc on a fait le schéma classique, vraiment classique.
Sur l'ensemble de notre parc de développement, si vous voulez, en termes de langage et de livrables, on a donc l'informatique décisionnelle, les salles de marché qui sont très orientées PHP.NET. Donc on n'a pas, dans le périmètre de cette forge-là, on n'a pas le PHP et le .NET. Et il y a toute l'informatique liée à la partie commerciale de la banque et la partie back-office, gestion des prêts, et ainsi de suite, qui est très orientée mainframe Java. Donc c'est ce qui rentre dans cette BreadForge-là, la partie mainframe Java. Donc COBOL et Java. On a commencé, pour être dans ces technos, on a fait principalement le Java en premier, le COBOL. On est en train de le traiter, on va réellement l'adresser à partir de cette fin d'année et jusqu'à l'année prochaine. Je ne vous le présenterai pas parce que je n'ai pas toutes les solutions, mais au moins vous savez notre périmètre. Le périmètre il est basique finalement, c'est des applications web développées en Java qui vont aller s'exécuter sur des serveurs J2E. Voilà, et fait par une communauté, finalement une communauté de développeurs pour le monde Java qui doit être de, en gros, une cinquantaine de développeurs. Voilà, on a à peu près ça. En tout, avec l'ensemble des développeurs COBOL, on doit monter à 100 personnes en fait. C'est l'ensemble. Donc l'ensemble de notre cycle finalement de création d'un logiciel, il est archi classique. Hein. On le construit, on le stocke quelque part, on assemble les composants, on vérifie que tout marche bien, et puis après on le déploie. Notre forge de développement ne s'occupe pas de la partie déploiement. On s'arrête à la construction du code et au livrable et à sa vérification. On ne va pas jusqu'au déploiement. On n'est pas sur le mode déploiement continu. Pourquoi? Parce qu'on est dans une banque, qu'il y a une notion de franchissement de responsabilité entre le monde des études et le monde de l'opérationnel, et que faire en sorte que le livrable qu'on fait aille directement sur les environnements, dans les états d'esprit, on n'en est pas encore là. Voilà. Il faut que les gens qui pressent les boutons soient des personnes différentes. Donc il y a des sas à respecter. Donc les briques sur lesquelles on s'est appuyé pour faire ça, oui, en nombre de lignes de code à peu près, en Java on a 7 millions de lignes de code, on a 14 millions de lignes de code de COBOL. Donc ça c'est juste la banque de commerce, la banque de flux et toute la banque de production, traitement des chèques, des espèces, des prêts et ainsi de suite. Voilà. J'ai pas ni le décisionnel ni la salle des marchés dans ces statistiques-là. Donc les outils sur lesquels on s'est appuyé, sur lesquels on s'appuie là à l'heure actuelle, c'est du grand classique. On peut pas faire plus classique que ça. Je veux dire c'est même presque j'en baille tellement c'est classique. Donc de l'Eclipse, du SVN, du Jenkins, du SonarCube. Le tout avec un socle Maven. C'est notre brique principale qui nous permet de faire le processus d'assemblage jusqu'à la qualité du code. Et bien sûr, on a un Nexus qui nous permet de stocker nos propres livrables construits et puis de nous servir de proxy sur les assemblages quand on a nos propres librairies qu'on alimente dans le Nexus et qu'on utilise les produits open source, parce que forcément on utilise des tonnes de librairies open source pour construire nos projets. Donc ça c'est du grand classique. En termes d'architecture, donc, chez nous, on a en gros à construire 700 projets différents. Donc quand je dis projet, c'est un livrable applicatif, finalement, quelque chose qui va devoir être autonome et installé sur un environnement de recette ou de production. On en a 700. Ça fait donc toutes les fonctions commerciales et ainsi de suite, donc c'est pas tant que ça. Hein. Donc à peu près plus ou moins 70 utilisateurs de cette architecture. Les utilisateurs que je compte là-dedans, c'est les développeurs, les chefs de projet et les gens de l'exploitation qui viennent finalement piocher dans notre référentiel de Nexus pour aller récupérer les livrables et les installer sur les environnements. Donc là pareil, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre là-dessus. On a donc une architecture à base de SVN chez nous, en termes de code source. L'accès à ce SVN-là, il est jusqu'à présent, on a donc des droits d'accès, donc des utilisateurs qui se connectent pour pouvoir faire les commits sur le code source. Et on avait, dans les premières versions de notre forge, et cette partie-là n'a pas encore bougé, on s'était appuyé sur un produit qui était fait par Bull, qui s'appelait NovaForge, donc en open source aussi, et qui proposait un portail
qui permettait de faire la création des projets, les créations de mailing list, enfin un SourceForge installable maison. Voilà. Donc l'authentification de l'utilisateur se fait dans ce portail et avec une synchronisation sur notre annuaire LDAP, tout simplement. LDAP qui est même lui-même sur un mainframe. Donc ça, des trucs tout bêtes, mais bon, ça marche plutôt pas mal. En termes d'intégration continue, donc on a un serveur Jenkins Master. On n'est pas OpenStack, on ne l'a pas explosé, donc on n'a pas besoin d'avoir du Jenkins Master qui est piloté en dynamique. On en a qu'un, tout va très bien. Sur les slaves, j'avais même assez de place sur mon petit slide là pour vous représenter les deux qu'on a, parce que finalement, on n'en a besoin que de deux. Hein. Ces deux, c'est de 2 avec 4 cœurs, donc il y a éventuellement 8 builds en parallèle. Je ne l'ai jamais vu tourner au-delà de 2. Voilà, je vous le dis, comme ça. Voilà, c'est très très bien là-dessus. Hein. Donc tout ça, ça alimente notre Nexus et on fait de l'analyse de la qualité, notamment pour le Java et le COBOL, avec Sonar. On a une petite particularité, c'est qu'on fait aussi l'analyse du code COBOL à partir du mainframe. Donc ça, on a dû faire des petits développements maison. Celui que j'appelle Roscoe, je ne me souviens plus du tout ce que ça veut dire. Ça faisait juste marrer le développeur qui a créé la petite application. Et le principe, c'est d'avoir une IHM en mode web HTML5, dans lequel on dit je veux pouvoir tester la qualité d'un ensemble de programmes COBOL, qui soient des lots de livraison qu'on a préalablement identifiés sur le mainframe, ou par un code d'identification de tous ces programmes-là, ou unitairement programme par programme. Donc on a une IHM qui permet de choisir ce sur quoi vont porter les tests de qualité. Cette IHM-là, ensuite, va aller créer des builds Sonar qui vont être exécutés par les Jenkins et qui vont déclencher l'analyse du code en termes de qualité. Donc les règles de qualité du code, elles, que ce soit pour Java ou pour COBOL, sont décrites dans le Sonar. Les règles de qualité en question, je ne sais pas si je l'ai mis après, je pense que je l'ai mis après, ouais. Les règles de qualité en question, en fait, on a utilisé une méthode qui s'appelle Scale. C'est une méthode dans laquelle on décrit l'ensemble des règles de qualité qu'on veut voir mettre en œuvre sur les projets. Donc c'est de l'analyse statique de code, hein, en plusieurs critères sur la maintenabilité, les règles de sécurité, et ainsi de suite, en mettant des poids sur chacune des règles pour pouvoir avoir, au final, ce qui est important, c'est d'avoir un calcul de dette sur l'ensemble du code. La dette, qui nous sert d'élément de décision d'ailleurs pour les installations de nos parcs applicatifs sur les environnements. La dette, ça correspond à la quantité en jour-homme d'efforts qu'il faudrait faire pour rendre le code de la qualité attendue par rapport à l'enveloppe globale qu'il a été nécessaire pour le produire. Donc si on a 100 000 jours-hommes de création de code, parce qu'on a un parc d'une certaine quantité, et qu'on a 3 jours-hommes pour pouvoir corriger toutes les anomalies, on se rend compte que la dette est faible. Si sur ces 100 000 jours-hommes de développement de code, on a 200 000 jours-hommes de correction, ça peut arriver, hein. Là on se rend compte qu'on a une dette plutôt élevée. Donc nous, on a aussi tout un ensemble de tests unitaires. Alors, sur les tests unitaires, on est dans une communauté de développement qui n'est pas très test unitaire orientée. Ce qui fait que au début, on avait mis dans nos critères de qualité sur la note scale le pourcentage de couverture. Et là, quand on faisait ça, c'était dramatique. Dramatique, il n'y a rien qui montait, Donc on a exclu le pourcentage de couverture de test unitaire. Je ne dis pas qu'on ne va pas le remettre. Voilà, donc on le remettra. Ça va faire mal à la dette au moment où on va le remettre, mais au moins on aura une meilleure visibilité sur la qualité de nos tests unitaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors je vous disais que la dette, c'est un indicateur qui nous intéressait. C'est d'autant plus un indicateur qui nous intéresse que quand on est dans un parc de serveurs d'application JBoss, donc on est toujours en open source, là, je sors du contexte de
de la forge de développement. Mais donc on a des serveurs JBoss. Et pour pouvoir faire le déploiement, nos exploitants ont un outil qu'on a fait maison qui permet de définir les ER qui vont être déployés, les fichiers de configuration associés. Ça va les chercher dans le Nexus. Et en allant les chercher dans le Nexus, on en profite pour aller regarder la note sonar et donc le niveau de dette associé au livrable. Et ils ont une petite IHM qui leur disant un petit feu rouge, la dette est trop importante, tu peux pas passer cet environnement. Cet ER, tu ne peux pas l'installer sur les environnements de recette et de production. C'est même une procédure de niveau 1, ils ne peuvent pas outrepasser cette règle-là. S'ils veulent l'outrepasser, il leur faut un agrément de l'architecture. J'ai besoin que quelqu'un de l'architecture me dise « Ok, on peut y aller, ce niveau de dette-là, il est quand même acceptable, ou parce que c'est des contraintes de projet, ainsi de suite. » Mais voilà. Ils ne peuvent pas bypasser ça d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre? Ah oui, alors, les retours un petit peu critiques sur le monde de l'open source par rapport à ce que nous, on doit subir, entre guillemets, et qu'on n'a pas forcément les capacités à subir. Premier point, c'est la fréquence des releases. C'est-à-dire que notre environnement de build, là, tel qu'on le voit, Eclipse, SVN, Jenkins, Nexus, Sonar, tout ça, ça vit, forcément. Et c'est bien que ça vive parce que ça apporte des nouvelles fonctionnalités, ça fait une correction de bugs, et ainsi de suite. C'est la vie du logiciel. Nous, notre forge de développement à l'heure actuelle, c'est un ETP. Donc c'est une personne qui s'en occupe. Faire suivre l'ensemble des roadmaps et des releases de tous ces produits-là, c'est compliqué. Donc on fait des points de synchronisation, mais on a souvent beaucoup de retard. Donc notamment parce qu'on assure nous-mêmes l'intégration, qu'on ne fait pas appel à qui que ce soit qui l'a déjà fait auparavant. Donc c'est nous qui allons qualifier la compatibilité des niveaux de version d'Eclipse avec des plugins Maven, avec des versions de Jenkins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça peut prendre pas mal de temps. Il y a la littérature et ainsi de suite, mais le faire, ça prend un peu de temps. Et puis après, simplement, ça prend tellement de temps finalement que on a en gros une version majeure de retard sur l'ensemble des produits. On n'arrive pas à suivre les versions majeures. Donc on a une version majeure de retard pendant un an ou deux, hop, après on rattrape. Par exemple, on fait une mise à jour d'Eclipse toutes les 2 versions. On n'arrive pas à suivre le rythme annuel d'Eclipse, on fait toutes les 2 versions. Il y a un autre problème, et ça c'est peut-être plus un problème d'architecture, c'est que parfois, aller faire les migrations des montées de version des différents outils, parce qu'on n'a pas forcément investi dans une architecture active, une architecture passive. On n'a qu'une architecture pour cet ensemble de développement. Parfois, on a un peu de mal à ne pas bloquer les utilisateurs en disant « Attention, on est en train de faire la montée de version du Jenkins. » Ça va vous bloquer un petit peu pendant un moment. Ou pire, Sonar. Par exemple, Sonar, c'est très bien, c'est un bon produit. Passer d'une version majeure à une autre version majeure, on n'est peut-être pas très bon, mais on a mis 6 mois quand même pour le faire. Mais on n'est sûrement pas très bon. On est même certainement très très mauvais. Voilà. Donc ça, c'est pas les gros problèmes pour moi liés à l'open source, c'est la rapidité des releases et notre faculté finalement à suivre cette évolution. Après, c'est de mon point de vue à moi. Hein. Je dis pas que c'est mal, hein, c'est bien aussi d'avoir qu'il y ait beaucoup de releases. Hein. Alors, ce qui s'est passé un petit peu pour vous faire un résumé et comment ça a évolué. Donc on est parti en 2008 sur le constat que c'était le bordel. Et donc on a dit, bon, on va faire un truc rapide. Donc on a pris le produit qui s'appelait NovaForge de Bull et qui incluait Continuum pour faire de l'intégration continue. On était à l'époque parti sur Ganymede d'Eclipse parce que c'était la dernière. Et Archiva pour stocker l'ensemble des codes sources. C'était du SVN derrière, et là, pour l'instant ça n'a pas changé, même si, je vais vous le montrer tout à l'heure, on va peut-être faire autre chose que du SVN. Donc voilà, notre cycle, on en est là. 4 ans plus tard, on repose les stylos. Entre-temps, les produits, ils ont fait 25 versions, hein, mais nous, on repose les stylos 4 ans plus tard. Donc on se dit, alors NovaForge, c'est bien,
Par contre, l'architecture continuum, ça nous allait pas. On aimait bien le côté master-slave sur les Jenkins, qui était plus facile à gérer. Donc on a pris les continuums, on les a virés, on a remplacé par du Jenkins. On avait fait des développements très spécifiques pour pouvoir faire des kvyat de calcul de qualité avec les check styles, tout un petit peu de trémaison sur les continuums. On a supprimé ça, on a mis SonarCube. À l'époque, ça s'appelait d'ailleurs juste Sonar, avec la méthode au scale pour pouvoir faire la qualité. On est passé à Helios, donc entre Ganymede et Helios, il y en a au moins 5 qui sont passés, hein, ou 4. Et on a remplacé notre Archiva par le Nexus. Alors pourquoi remplacer l'Archiva par le Nexus? Je ne me souviens plus pourquoi on avait pris cette décision-là. C'était quand même plus sympa, plus facile d'installer et de gérer un Nexus que l'Archiva. Ça existe encore, Archiva? Je sais pas. Maintenant, je regarde que Nexus en fait. Je sais même pas si la communauté... Enfin, c'est Apache quand même, hein, derrière. Oui, ça existe encore, hein, on l'utilise encore pour quelques mois chez PSA. D'accord. Je crois bien qu'il y a eu des versions récemment, mais c'est très vieux. Et donc notre roadmap là, sur 2016, c'est alors se débarrasser de NovaForge pour la gestion du SVN, d'avoir juste un SVN en propre tout seul sans la surcouche NovaForge. On change de surcouche en fait, on en prend une qui est en open source, qui s'appelle SCM Manager. Donc c'est juste un petit portail tout bête qui permet de créer des projets SVN Git Mercurial. On ne va pas utiliser Mercurial, mais ouais, au moins SVN et Git. Avec l'avantage de pouvoir les connecter les authentifications et les droits à un annuaire. Donc on a un LDAP, des groupes, et les groupes on les positionne sur les projets, les utilisateurs se connectent. Voilà, j'ai pile exactement ce que je voulais. Je voulais pas que ça fasse papa, maman, le beurre et ainsi de suite. Hein. Juste SVN, ça m'allait très très bien. Donc ça pareil, on va faire une petite migration. Je n'ai pas encore dimensionné. Alors le SCM Manager, donc c'est un Jetty embarqué qui fait toute la gestion. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait de test de charge sur ce truc-là. Ma prochaine étape, enfin c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Julien qui fait ça. Mais Julien qui va faire ça, c'est tester en charge. Parce que là, sur notre SVN, on a 700 ou 800 projets. C'est un vieux Red Hat 5. Non, c'est un vieux Red Hat 4 qui héberge ça. L'authentification, c'est une base Postgre avec un module PAM. J'ai l'impression que ça commence à devenir un petit peu mou du genou. Donc pour éviter que ça soit mauvais dès le départ sur le nouveau, on va faire des tests de charge. Et puis on fera, si jamais ça ne tient pas, on fera certainement une archi avec un Apache en proxy devant qui renverra en fonction du URL vers une instance de SCM Manager ou une autre. S'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé le SCM Manager, pour savoir si... Non? Ok, bon, bah, je vous dirai alors. Pareil sur 2016, pour homogénéiser un petit peu l'expérience utilisateur des développeurs, sachant qu'on a pas mal de développements qui sont faits en Thaïlande par des Thaïlandais, hein, et quelques-uns qui sont aussi encore en France. Mais on a beaucoup de développeurs qui arrivent, qui sont jeunes là, et le COBOL, ils y connaissent rien, enfin pareil, donc ils ne maîtrisent pas du tout. Et ce qu'on se dit, c'est que dans l'ensemble de nos traitements à nous, on a le monde de l'application web, l'ensemble des services métiers qui sont écrits en Java sur un USB, et après, pim, ça déclenche des appels sur du CICS vers du COBOL. Quand on est un développeur Java et qu'on commence à vouloir débugger son code, à un moment, on arrive à la frontière du « Ah, ça passe sur l'écran noir et vert, là. Je sais plus comment ça marche. » Donc, pour essayer de gommer cette frontière-là, on va mettre le développement COBOL dans Eclipse. Alors, mon sentiment, c'est que les cobolistes vont pas les vrais, les purs, les durs, les vieux, avec les cheveux gris, ils vont pas l'utiliser. Mais par contre, si on l'a à disposition dans Eclipse, peut-être que les développeurs qui sont Java vont pouvoir rentrer dedans, regarder le code, faire du debugging sur le central à partir de Eclipse. Et ça peut être un plus pour l'avenir. Prenez sur le COBOL, si déjà en passant par Eclipse, on a ne serait-ce que les variables, on voit Oui, bien sûr, bien sûr. Que c'est pas le bon, c'est déjà mieux que moi. Je me souviens d'avoir programmé en COBOL et d'avoir vu
pouvoir remarquer qu'on s'est trompé au niveau du nom de la variable qu'au moment de la compilation. Alors là, la façon dont on va l'intégrer dans Eclipse, on va utiliser un produit qui s'appelle Cobos de Metrixware, et je crois qu'ils le mettent en open source d'ailleurs, Cobos. Et donc ça permet d'avoir le parcours dans le code source COBOL comme quand on est dans du Java avec des F3, de voir les débranchements sur les étiquettes, de faire de la complétion de code sur les variables dans les working storage et les choses comme ça. Working storage, c'est ça COBOL. Et ça permet donc vraiment de manipuler le code comme on le manipule quand on fait du Java ou n'importe quel langage dans un IDE moderne. Et ça permet aussi de faire de la compilation en local, vérifier que la syntaxe est bonne, de vérifier que la syntaxe, toujours je parle bien, la syntaxe, pour nous ce qui nous intéresse, la syntaxe des appels CICS et des ordres SQL est correcte. La syntaxe uniquement, hein, parce que comme on est sur du mainframe, le binding n'est pas fait, côté IDE Eclipse. Donc comme le binding n'est pas fait, on ne sait pas si les tables existent et ainsi de suite. C'est une étape ultérieure. Mais ça peut le faire, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas en live au moment de l'écriture du code que ça peut se faire, mais il y a un petit bouton, hop, ça envoie les programmes, ça fait toutes les étapes de bind côté mainframe, il y a des scripts Rex qui tournent et on récupère l'état compilé vu mainframe dans l'IDE. Et cerise sur le gâteau, c'est le debugging, parce que là on est dans son Eclipse, on lance un traitement et là, pim, on voit les variables, on a la vue d'Eclipse des variables, on peut les changer à la volée, les enregistrer, travailler ses COM-RA, travailler ses working storage en live. Et ça, je pense que ça va apporter pas mal de souplesse, parce que c'est un peu la partie dure quand même quand on fait du COBOL. Quand vous faites du COBOL et que vous développez, c'est des écrans qui font 80 caractères, et quand on doit aller regarder le contenu d'une zone de communication entre un programme Java et un programme central qui fait 32K, et qu'on a ça d'espace en 10 caractères pour regarder le contenu, et que ces 10 caractères-là ne sont pas structurés, c'est juste pénible. Voilà. Et donc notre intégration continue à l'heure actuelle, c'est donc Jenkins. On n'est pas en mode, on utilise Jenkins, mais pas en mode continu. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme on utilisait l'outil NovaForge, la création des projets en elle-même, on ne pouvait pas paramétrer de hook en post-commit qui permettait de lancer des builds Jenkins à travers l'URL de build de Jenkins, les API de Jenkins. Donc si on ne peut pas paramétrer de hook, ça veut dire qu'on ne peut pas déclencher au commit, ça veut dire qu'il faut faire du polling pour aller vérifier est-ce que ce SVN, il n'a pas par hasard fait l'objet d'une modification sur laquelle je pourrais m'appuyer pour lancer un build. Et le polling sur nos 700 projets, voilà, ça nous a fait tomber plusieurs fois le SVN, le Jenkins d'ailleurs, plus que le SVN d'ailleurs. Donc on a arrêté le polling. Donc le mode intégration continue chez nous, c'est le chef de projet qui lance les builds. Voilà. Il fait ça à la main. Comme on va changer de gestionnaire de portail de gestion de code source, on va aussi changer la façon de créer les projets. Donc on va se faire une petite appli web de création de projet avec les droits, les archétypes et ainsi de suite. Et on va en profiter pour faire nos propres hooks, puisqu'on maîtrise l'ensemble des paramètres du projet, à la fois où est-ce qu'on va le mettre dans Jenkins, où est-ce qu'il va être dans les référentiels de code source. Et donc on fera nos hooks, et là ça sera du vrai build on commit. Post-commit, ça lance les builds Jenkins. Et on aura l'ensemble des indicateurs de qualité disponibles pour nos développeurs. Sachant qu'ils n'ont pas forcément besoin d'attendre le build pour avoir les indicateurs de qualité, notamment, ou de tests unitaires, parce que forcément, les tests unitaires, ça se lance directement dans Eclipse, il n'y a pas de problème. Et on utilise aussi le plugin Sonar pour pouvoir aller faire les tests de qualité directement dans Eclipse. On va les chercher, on va déclencher sur les serveurs l'analyse locale d'un projet, qui va prendre toutes les règles de qualité qu'on a mis dans notre Sonar et qui vont ressortir sous forme de to-do dans les listes de tâches de l'IDE du développeur. Voilà, ça c'est notre forge de développement. Alors, avec qui on a travaillé pour faire tout ça? Donc au début on a bossé avec Bull. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. On a bossé, vous avez des questions? Non mais il reste 5 minutes. Hein, non mais c'est bon. On a bossé avec Bull, on a bossé avec InSpirit pour la méthode Scale, SonarSource directement pour SonarCube, Cobos pour Eclipse, Metrixware, donc j'ai oublié de mettre, mais c'est Metrixware.
Et forcément, tout ça, nous, on est... Alors là, on sort du monde de la plateforme de développement, mais on est tout en infrastructure virtualisée. On doit avoir à 95% de nos serveurs qui sont virtualisés. Et sur ces 95% de serveurs qui sont virtualisés, on doit avoir 75% des serveurs qui sont des Red Hat. Donc on est très très open source, au moins sur la plateforme. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah oui, tiens, on a fait. J'ai fait, moi, c'est moi. Donc l'open source c'est pas mal, mais alors je voulais mettre un Git dans notre chaîne de build pour pouvoir utiliser des repositories décentralisés. Notamment, ce qui m'intéressait dans la notion de gestionnaire de code source distribué, c'est nos développeurs en Thaïlande. Parce que faire du commit SVN de la Thaïlande vers ici, on a des temps de latence de 300 millisecondes et voilà, parfois c'est un peu pénible. Donc le faire en mode référentiel distribué, ils sont dans leur coin, et puis c'est la partie de push qui prend un petit peu plus de temps, mais c'est moins souvent qu'un commit en fait. Donc je voulais introduire le Git, et il se trouve que quand on faisait un release avec les plugins Maven de release, dans les logs de mon Jenkins, je me retrouvais avec les user password en clair dans les logs. Pourquoi? Parce que on ne distribue pas des clés, on n'est pas en mode chaque utilisateur a sa clé pour faire sa clé SSH pour faire des connexions au serveur. Et à partir du Jenkins, de toute façon, c'était pas possible. Donc chacun tape son login password, et ces passwords-là se trouvaient en clair dans les logs. Donc si je suis dans une banque, les mots de passe, ce sont les mots de passe de l'environnement de production. On n'a pas, c'est le monde de la production inclut le développement. Pour nous, un développeur, son outil de production, c'est son environnement de développement. Donc, ce qu'il fait dans son environnement de production, de développement, c'est de la production. Et donc ça passait en clair, c'était pas possible. Donc, hop, j'ai fait un petit patch en octobre 2014. 6 mois plus tard, il arrivait dans la version. Je suis content parce que maintenant, je peux faire du Git. Moi je peux faire du Git, l'ensemble des développeurs chez nous pourraient faire du Git. Après ça va pas être forcément simple pour tout le monde, parce que passer du monde SVN au monde Git, c'est pas super intuitif pour tout le monde, hein. Il y a des gens ça demande une adaptation, hein. Mais par contre maintenant c'est possible. Donc voilà, donc l'open source pour ça aussi c'est pas mal, parce que j'ai pu faire ma petite contribution, c'était tranquille, et c'est passé dans les trucs. Alors là, pourquoi l'open source? Il me reste combien de temps? 3 minutes. 3 minutes. Pourquoi l'open source? J'ai parlé plus que... Ah ouais. Alors, sur la partie Java, finalement, avant de faire de l'open source, notre monde applicatif, c'était du WebSphere en termes de serveur, et du WebSphere Application Developer sur la partie IDE. Donc un jour, pour des raisons purement commerciales, et aussi technique, on s'est dit IBM à la poubelle. J'ai travaillé 11 ans chez IBM. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc on s'est dit IBM à la poubelle, donc plus de WebSphere, plus de WSAD, quoi faire? Qu'est-ce qui se ressemble le plus à WSAD? Voilà, Eclipse, naturellement, hein, on en revient là. Et après pour le reste, on s'est dit bon, alors on va chercher qu'est-ce qu'on peut faire. Dans le monde Java, ah oui, c'est tellement naturel qu'en fait, oui c'est ça, hein, c'est que WSAD c'est juste une surcouche à Eclipse en fait, avec les outils IBM dessus. Donc on a viré la surcouche et on a gardé la couche profonde. Et tout l'écosystème autour, quand on a regardé pour faire du développement Java, on ne s'est pas posé la question open source, pas open source, propriétaire, pas propriétaire, il y avait que ça. Donc on a pris ce qui était là, qui marchait et qui avait une communauté, et il se trouve que c'était de l'open source. Et voilà, après j'ai mis plein de trucs, mais... Est-ce que vous avez des questions? Juste pour info, la mise en place de la forge de développement, c'était 2 ETP. La phase d'accompagnement de grossissement, c'est 1,5 ETP, et là on est à 1 maintenant. Donc plus ça va et moins on bosse. Il y avait une question. La question c'est quoi votre outil de gestion des anomalies? Redmine. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais c'est Redmine. C'est open source aussi. On a Redmine pour toutes les anomalies de code.
Donc le bug reporting que les chefs de projet font aux codeurs ou que les codeurs se font entre eux quand ils constatent des anomalies. Et on a Mantis entre les équipes de certification et les équipes projet informatiques. Voilà. L'équipe de certification, c'est les équipes de qualification. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ceux qui pourraient utiliser, c'est ceux qui chez nous d'ailleurs utilisent le Squash. Vous utilisez Squash aussi? Ouais. Squash TM, juste TM, pas TR, TM. J'ai une autre question. Et ils sont pas clients. Et on n'est pas client. Exactement. Votre forge, c'est bien que pour vous. C'est pas de l'open source. Ah non, non, mais c'est tellement que pour nous. Enfin, c'est un assemblage de produits open source. Cet assemblage, il est, tout le monde peut faire le même en fait. Mais vous ne mettez pas de code. Ah non, non, on met que notre code à nous, non. Non, bien sûr. Et on n'a pas, N'oubliez pas. on n'a pas de code à mettre à disposition parce qu'on utilise les produits sans customisation finalement. C'est les produits. Devenir une banque pour utiliser. Ouais, mais non, c'est pas possible. D'autres questions? Merci. Merci, Yannick. Ah, Donc la partie NovaForge, c'était juste vraiment pour avoir le portail. c'était ça, c'était l'intégration avec le lancement des continuums, c'était le paramétrage de tout ce qui était autour d'Archiva et ainsi de suite. Mais quand on le regarde dans sa quintessence, c'était simplement la gestion des utilisateurs et la création des projets SVN en fait. D'ailleurs, c'est pour l'instant la seule chose dont on n'est pas encore débarrassé. On fait ça l'année prochaine. Qu'est-ce qui mène au choix de Red Hat pour supporter tout cet ensemble? Alors, plein de choses. On avait SUSE ou Red Hat. En une demi-heure, vous voulez dire? Vous possédiez ou c'était... Non, non, dans notre possibilité, dans nos champs de possibilités. Ce qui a mené à la décision du Red Hat, finalement, c'est VMware. Parce que VMware SUSE, ça marche. VMware Red Hat, ça marche. VMware Debian, ça marchait moins bien. C'était pas supporté par VMware. Donc, Red Hat KVM? ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est plus récent, hein, VMware. Ah, mais nous, ça date, la virtualisation, la virtualisation des infras, nous, ça date de bien avant 2008, hein, ça date de 2005, ça doit dater. Ça date de 2005. C'était grosso modo le seul choix à l'époque. Et donc en fait, Red Hat parce qu'il y avait du support, simplement. Et de temps en temps, régulièrement, tous les 2 ans, j'entends et pourquoi pas SUSE? Et pourquoi pas SUSE? Et pour l'instant, parce que Red Hat. Voilà. Et en termes de C'est dur. l'évolution du Spark système, n'est pas de problème particulier. Non. On évoquait à un moment donné de Red Hat 4 qui tourne encore. Ouais. La raison pour laquelle elle n'a pas pu évoluer. Mais la raison pour laquelle elle n'a pas pu évoluer, c'est qu'on a la NovaForge qui est dessus, et que sincèrement, vu comment c'est installé, là c'était assemblé par bulle, j'ai pas envie d'y toucher. Je préfère pas prendre le risque. J'ai toute ma prod de dev qui marche dessus, ça marche, j'y touche pas. Par contre, quand on a des interventions à faire dessus, nos administrateurs système, ils galèrent un peu, hein, parce qu'il faut démonter les disques, rebooter les machines, enfin voilà, c'est moins souple que du Red Hat 6 qu'on a pour faire tout le reste. Vous avez d'autres questions? Vous 70 utilisateurs qui ont, je sais, 3 grands profils, c'est ça? Ouais, chef de projet, développeur. Un modèle de contrôle d'accès particulier? Oui. À l'heure actuelle, on a le modèle qui est proposé par NovaForge, où on a des droits particuliers. Et ces droits, développeur, chef de projet, manager, testeur, et ainsi de suite, et ces droits, ça permettait, au sein de NovaForge, de pouvoir créer ou pas des projets, créer ou pas des anomalies, lancer ou pas Continuum. Sauf que maintenant, vu qu'on n'utilise que pour le SVN, c'est est-ce que tu as le droit de faire du commit ou pas dans du code. Voilà. C'est du DAC quand même. C'est du DAC. Expliquez qu'au départ, vous aviez des pratiques empiriques. Oui. Non, c'était le bordel. C'est bien dit avec empirique. Vous mettez en place toute une forge, etc. Ouais. Est-ce que l'adoption ensuite s'est faite spontanément en disant voilà, on a une super solution, on vous encourage à l'utiliser, ou est-ce que ça a été accompagné aussi d'une approche dire ça doit être dans la forge, sinon on ne veut pas en voir? Est-ce qu'il y a eu un... ça a été obligatoire? Alors, le point de départ, c'est on ne prend pas de livrable qui ne soit pas issu de l'Archiva à l'époque. À partir du moment où on dit ça ne sort pas de l'Archiva,
Ben, au moins, ils étaient obligés d'avoir au moins un build local fait avec Maven et ainsi de suite. Mais le build Maven, le settings qui permet de faire le déploiement dans l'archiva, il n'est pas connu des développeurs, ils ne connaissent pas le login password. Donc il est juste sur les environnements d'intégration continue. Donc ça veut dire que, il faut que je fasse du Maven. Mais comme je n'ai pas le paramétrage pour le mettre dans le Nexus, dans mon Maven, il faut que je le fasse dans l'intégration continue. Et là, ça a déclenché toute la suite et c'est parti. Partie des opérations qui disent C'est ça. on ne Ça. prend que des livrables Exactement. qui sortent. Exactement. Et là, c'est venu naturellement, et puis sans difficulté. Hein. Vraiment. Pas eu de résistance. Non, Une fois que non. la forge était mise en Ah non, place, non, au contraire, c'était beaucoup plus facile. Parce qu'avant, ils se montaient les libs eux-mêmes, ils se faisaient des scripts Ant pour faire les dépendances et ainsi de suite. Quand on leur a montré Maven, la résolution de dépendance, l'archiva, ils ont dit trop facile. Forcément. Aucune résistance là-dessus. Merci beaucoup. Merci.